Continuons maintenant de penser à la suite. Et la suite, c'est d'abord en Eure-et-Loir. Et oui, en Eure-et-Loir, puisque normalement, à ce stade de la journée, vous avez bien compris, c'est en Eure-et-Loir qu'a commencé l'expérience d'école inclusive. Et puis, il n'est pas question, a priori, de revenir en arrière. Mais en tout cas, on se pose la question. Alors, est-ce qu'on se pose la question ? Est-ce que ça va continuer cette expérience? Et cette question, eh bien, ce n'est pas à moi que la pose Maëva, c'est à Gérald Nollet qui nous fait le plaisir de nous retrouver à nouveau et que nous allons entendre pour cette question, pour savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe en Eure-et-Loir? Est-ce que le dispositif va continuer d'exister? Est-ce qu'il va être renforcé? On va en savoir plus dans un instant. Il y a un petit peu de suspense cet après-midi. Est-ce que vous voulez vous mettre... Je restais là, c'est très bien, parce que j'ai cru comprendre que c'était une table ronde, mais très bien assis. Oui, la table ronde s'est transformée en prise de parole, en intervention individuelle. Il y avait un peu beaucoup de monde et on a dispatché ça. Très bien, écoutez, rebonjour. Alors, je ne parlerai pas effectivement de l'essaimage, parce que je ne suis que le directeur départemental de l'ARS en Eure-et-Loir, donc je n'ai pas de fonction régionale et encore moins nationale. Évidemment, on va consolider l'expérience. Ce qu'on retire de ces travaux, c'est qu'il faut absolument qu'on renforce la comitologie. On a mis en place une comitologie en 2015-2016. Avec le temps, ça s'est un petit peu essoufflé. Et puis surtout, et je dis pour les autres départements qui voudraient se lancer dans une telle démarche, ça a été percuté par la mise en place des pôles d'appui à la scolarisation qui a considérablement redessiner l'offre médico-sociale et j'ai envie de dire d'une manière générale l'offre à destination des élèves à besoins particuliers. Et donc on a un vrai besoin au niveau départemental de repenser cette gouvernance et on se fait d'ailleurs accompagner depuis quelques mois par un cabinet pour repenser voilà, ces différentes instances de gouvernance. Par rapport à la consolidation, il y a un défi auquel on est confronté quand même en Eure-et-Loir depuis le Covid, c'est que entre 2020 et aujourd'hui, on a plus 54% de notifications d'AEH dans un département qui perd en démographie chez les enfants. Donc on est en grande difficulté. On rencontre des difficultés importantes parce que quand bien même on a essayé de développer la scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, aujourd'hui on se retrouve avec des dames notamment qui ne sont pas forcément en capacité d'accompagner comme il le faudrait tous ces enfants parce que, je le disais, on a, j'ose à peine parler d'explosion, mais on a une augmentation extrêmement sensible du nombre d'enfants suivis par les dames. Et donc, c'est une question qu'on est en train d'expertiser avec non seulement la maison départementale de l'autonomie, mais également l'éducation nationale au niveau départemental pour voir comment on répond à ce défi, parce que, et on en discutait encore la semaine dernière avec l'éducation nationale, il y a quand même un vrai besoin d'accompagnement sur site scolaire, et j'ai envie de dire la transformation, on parle de transformation de l'offre médico-sociale, mais avant 2015, un éducateur prenait un groupe de 6, un groupe de 8, et je ne dis pas que ça se passait très bien, mais ça se passait. Et aujourd'hui, on a 6 groupes de 1 ou 8 groupes de 1, et l'éducateur ne peut pas être à 6 ou 8 endroits simultanément. Et donc, il y a cette question de l'accompagnement et de l'appui auprès des enseignants et qui est vraiment percutée par cette forte augmentation du nombre de notifications dans ce département. Et si je vais un petit peu plus loin par rapport à la consolidation, et ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est le sujet de l'après. Puisqu'on parle de l'école, mais moi je considérerais que le projet a vraiment fait ses preuves lorsqu'on aura une progression sensible de jeunes accédant à une autonomie, on va dire, beaucoup plus importante,
à l'âge adulte. Et force est de constater que on a très bien, je voudrais surtout pas aujourd'hui tomber dans l'autosatisfaction, mais on a pris ce virage depuis très longtemps et avant même 2015 au niveau de l'école maternelle. On a pris le virage au niveau des écoles élémentaires, on a pris le virage au niveau des collèges, et après la troisième, on voit qu'il y a un gap qu'on n'arrive pas à franchir. Et je ne suis pas toujours certain que la réponse soit forcément dans les lycées. Et depuis quelques années, ce qu'on observe, et je pense qu'il peut y avoir on va dire une mauvaise perception de la part des familles, et je l'entends complètement, faute de pouvoir inclure dans les lycées, on a des retours en DAM, de jeunes qui ne connaissaient le DAM qu'au travers de l'éducateur qui accompagnait. Et moi, c'est ce que j'appellerais des retours en IME, tout simplement. Et donc, le défi auquel on est confronté là pour les années à venir, c'est de maintenir absolument l'expérience inclusive après 15-16 ans, d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut passer évidemment par les lycées, mais ça peut passer par les missions locales, ça peut passer par les CFA, ça peut passer par des partenariats forts avec les associations, parce que quand même l'objectif, moi j'y tiens, c'est quand même l'autonomie le plus possible à l'âge adulte et de pouvoir accéder au travail, au logement, à une vie sociale la plus, j'ai envie de dire, la plus riche possible. Et donc, en termes de consolidation, c'est vraiment le défi et l'objectif majeur que nous nous assignons collectivement. Et d'ailleurs, on a publié récemment une stratégie départementale autour des 16-25 ans. Et l'une des particularités, ça va être de pouvoir augmenter l'agrément d'âge des dames jusqu'à 25 ans, non pas que les enfants ou les jeunes auront nécessairement besoin d'être accompagnés par les dames jusqu'à 25 ans, mais on voit qu'on a une rupture de parcours entre 18 et 22 ans avec ce que j'appellerais des perdus de vue, c'est-à-dire des jeunes qui étaient suivis par les dames, et puis voilà, qu'on voit basculer dans le secteur adulte, soit dans le champ institutionnel ESAT, foyer de vie, soit dans le milieu familial, et puis qu'on revoit une fois tous les 10 ans à l'occasion du renouvellement de l'AH. Donc c'est vraiment le défi auquel on est confronté, et donc les dames sont déjà en ordre de marche pour répondre à ce besoin. Et puis il y a un deuxième défi, et un petit peu plus lointain, quoique, qui est la transformation du secteur adulte handicapé. Aujourd'hui, en tout cas en Eure-et-Loire, on a une structuration de l'offre qui est encore très très institutionnelle. On ne souhaite pas forcément la réduire immédiatement. Par contre, on souhaite absolument renforcer l'offre de services. Et donc, avec le conseil départemental, on est vraiment en train de réfléchir pour aller, mais un petit peu sur le modèle des dames, avoir des services sectorisés qui coopéreront avec les communes, les communautés de communes, le réseau associatif, pour voilà, favoriser le plus possible cette autonomie. Le dernier point, si j'ai encore 2 minutes, dans les axes de progrès et la consolidation. Alors je parlais du secteur médico-social, mais je disais quand même, on a une augmentation, voilà, plus 54% de notifs AEH entre 2020 et 2026. On parle beaucoup, quand j'y vais beaucoup moins maintenant, mais quand je vais dans les écoles, quand je vais dans les dames, on parle beaucoup effectivement des troubles du comportement, des comportements problèmes, des problèmes psychosociaux. Et l'un des enjeux auxquels on est confronté, je pense aussi, c'est la capacité à pouvoir faire baisser, je dirais, d'un ton les climats scolaires, que ce soit en école primaire ou dans les collèges. Et on travaille là depuis quelques mois avec l'éducation nationale pour
vraiment avoir en tout cas avoir un projet de déploiement départemental et de formation des enseignants au niveau du primaire autour des compétences psychosociales, parce que je pense que c'est un sujet majeur, parce que, on me le dit parfois, un enseignant dans une classe de 20 ou 25 élèves, quand il a un ou deux enfants en situation de handicap, il a un enfant allophone, il a un enfant 10, il a un enfant un petit peu perturbateur, voilà, il peut aussi rencontrer un certain... Je veux dire, sa première mission, c'est aussi de pouvoir tenir la classe. Et donc, il y a ce sujet de renforcement des compétences psychosociales qui est un axe majeur de notre feuille de route prévention, promotion de la santé départementale. Et j'espère, encore une fois, qu'on rendra les classes beaucoup plus accessibles sur ce point. J'avais dit que c'était mon dernier point, mais j'en donne juste un dernier, c'est que depuis ce matin, il y a, je dirais pas un concours de la définition de la coopération, donc du coup, si vous permettez, je vais donner la mienne. Je trouve que bien coopérer, c'est comprendre les contraintes de l'autre. Et je pense c'est ce qui a fait la force dans ce département, c'est-à-dire qu'on aurait pu dérouler notre feuille de route éducation inclusive avec les acteurs médico-sociaux effectivement, en transformant, en déclinant. Mais la première chose qu'ont fait les acteurs médico-sociaux, c'était de comprendre vraiment les difficultés que pouvaient rencontrer les enseignants dans leur classe. Et c'est ce qui a un petit peu, je pense, structuré aussi la transformation. C'est-à-dire que, évidemment, on ne pouvait pas tout présenter aujourd'hui, mais ça a été évoqué, on a une offre qui est sectorisée. Au sein même de cette offre sectorisée, on a des antennes. Et l'un des premiers besoins, ou l'une des premières demandes à laquelle on a répondu dans le cadre de la transformation de cette offre, c'était de pouvoir répondre assez vite et d'organiser une forme de proximité. Parce que voilà, on est dans un département comme beaucoup de départements moyens, avec une ville-préfecture qui est au milieu, du département. Et quand vous avez un DAM qui est un secteur et qui est un secteur qui peut aller jusqu'à 40-45 km, l'enseignant qui rouspète ou qui appelle à l'aide à 45 km, on l'entend un petit peu moins bien que celui qui est à 5 km. Donc cette notion de proximité et de compréhension, encore une fois, des contraintes de l'autre, c'est ce qui a nourri vraiment la coopération en Eure-et-Loir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gérald. Non, je vous invite, si vous le souhaitez, du coup, à rester avec nous. Effectivement, on peut faire un format un peu entre deux. Et je vais inviter, du coup, Jody Surier, Florent Gadret, mais aussi Martine Salomé et Sonia Aïnou, à nous rejoindre. Comme ça, on sera tous là et toutes sur scène. Et on va continuer d'avancer avec toi, Maëva. On va continuer. On a vu l'Eure-et-Loir. Et continuons. Au-delà de l'Eure-et-Loir, certains ont aussi mis en place des actions concrètes pour une école qui accueille tout le monde. Et il y a notamment à nos côtés, donc Jody Surier et Florent Gadret, et tous les deux, vous êtes identifiés par la FIRA, par l'équipe de recherche, en tout cas, par d'autres, comme des innovateurs secondaires. C'est-à-dire que vous avez mis en place dans vos territoires un type d'expérience semblable à l'école inclusive, l'expérience qui a été menée ici en Eure-et-Loir. Voilà, des choses un peu similaires, et on avait envie de partager avec vous vos expériences, voir comment vous avez mis ça, qu'est-ce que vous avez mis en place exactement dans vos territoires, et puis comment on peut le mettre en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Messieurs, mesdames, vous allez nous dire ce que vous faites dans vos territoires et pourquoi cette expérience vous paraît utile. Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce qui s'est passé, c'est que en 2019-2020,
On a entendu parler des dames, on a entendu parler de l'Eure-et-Loir, des expérimentations et du fait qu'on voulait tout de suite rentrer en relation avec eux. Donc la première relation, c'est avec Christophe Aubouin et une première visio à l'époque. Ensuite, il y a le Covid qui est passé par là. On a mis un peu de temps derrière à rattraper les wagons. En 2023, on a pu venir directement à Chartres, les rencontrer, eux et leurs équipes, pour reprendre en tous les cas le fil de notre ambition de se transformer également, nous, en dames, dans l'Oise. Dès février 2024, on a pu les faire venir pour qu'ils présentent à tous les acteurs du territoire de l'Oise qui ont pu être présents à ce moment-là les modalités d'accompagnement en dames à cette époque-là, comme elles étaient actualisées. Et puis, on a lancé, nous, par la suite, la transformation. Ce qui a été crucial, c'était d'entendre, et puis on le voit bien aujourd'hui, encore avec les propos de Monsieur Nollet, c'est une volonté collective, mais aussi des politiques publiques actives avec les acteurs, décideurs qui marchent main dans la main. Et sans ça, ça nous paraissait en tous les cas très compliqué d'y arriver. Donc on a d'abord fait, entre guillemets, cet effort-là d'acculturer tout le monde à ce dispositif et à ses bienfaits. Et ensuite, on a eu des échos positifs, très positifs au niveau de l'éducation nationale. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est là en présence avec les collègues IEN de l'école inclusive et également petit à petit avec l'ARS. Et voilà, chemin faisant, en 24 et début 2025, on a pu, entre guillemets, pratiquer la modularité et permettre à des enfants d'être scolarisés dans leur école de rattachement, localisés dans leur territoire et bassin de vie premier, pour éviter ces déplacements populationnels et faire en sorte, ce qui a été dit tout à l'heure, si le gamin il peut être invité à l'anniversaire comme les autres, en soi c'est déjà une très bonne chose et une première victoire. La deuxième chose, et c'est un petit peu aussi ce qu'on a eu avec le traiteur ce midi, c'est le circuit court. On fait juste copier ça en fait, et tant mieux. C'est un principe qui me paraît très intéressant. Quelles sont les ressources du territoire? Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser sur le territoire tous les acteurs associatifs, du soin, des établissements collègues médico-sociaux, etc., pour venir en soutien, en appui ressources de ces situations et accompagner à la fois le jeune, sa famille et tous les acteurs qui gravitent autour. Je ne vais pas réinsister sur le terme de coopération. On essaye juste de travailler ensemble, et pour travailler ensemble, déjà, il faut se parler, il faut se rencontrer, et c'est ce modestement, on essaye de faire. Juste les premiers chiffres pour nous, et parce que tout le monde est intéressé quand même par les chiffres et par les impacts que ça peut avoir. Notre-Dame, c'est 124 places installées, comme on parle, etc. Et pour le coup, en 2025, on a accompagné 157 situations. C'est plus 40% par rapport à toutes les années, 10 années précédentes. Donc, c'est déjà une belle avancée pour nous. On ne dit pas que c'est parfait, loin de là. On voit combien il nous reste du chemin à parcourir. J'espère qu'on ne mettra pas les 10 années, puisqu'on est déjà un peu avancé, mais j'espère surtout qu'on va continuer. Et en plus, avec les mises en place de nouveaux dispositifs, comme ils ont été présentés tout à l'heure, notamment les pôles d'appui à la scolarité, qui, je pense, vont aussi être favorables à ces déploiements et à ces possibilités. Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça a pris racine, et pour le souligner également, un partenariat renforcé également avec les PEP 28, puisque au-delà de nos interrelations, des premiers échanges qu'on a pu avoir, de périodes de vie ma vie, etc., on a aussi pu poser début janvier 2026 une convention socle qui nous lie sur des partenariats beaucoup plus élargis pour justement participer de ces études de réplicabilité, d'essaimage, et aussi échanger sur nos différences et ce qui peut nous enrichir mutuellement. Donc, merci.
Et merci à vous pour ces éclaircissements sur le Grand Oise. À vos côtés, jeudi, c'est la Seine-et-Marne. Vous n'êtes pas tout à fait voisins, mais on va aussi voir quelle expérience, comment vous avez fait localement. De ce qu'on entend, de ce que vient de dire Florent, il y a vraiment ne pas faire le chemin seul. Hein. On a besoin de partenariats solides, on le disait. Et puis d'avoir cette culture inclusive commune. J'imagine que ça fait écho à ce que vous avez aussi mis en place à la Fondation Poidatz. Si les gens ne connaissent pas, c'est du nom de la fondatrice Hélène Poidatz, qui a fondé en 1919 le premier centre de rééducation pour les enfants paralysés. Voilà, c'était en Seine-et-Marne. Et depuis, du chemin parcouru avec vous jeudi pour savoir ce qui est fait aujourd'hui, ce que vous avez mis en place. Oui, bonjour à toutes et tous. Et bien effectivement, on n'est peut-être pas totalement voisins, mais moi je me suis senti tout le long de la journée avec beaucoup d'échos sur les expériences que nous avons pu avoir, notamment sur une logique qui est avant tout une logique de territoire et d'intervention au plus proche des bassins de vie des personnes concernées. Alors peut-être vous faire un petit retour effectivement sur la Seine-et-Marne, Fondation Hélène Poidatz, mais en réalité c'est les différents opérateurs, les différentes associations qui ont œuvré avec l'Agence régionale de santé, avec l'Éducation nationale, la MDPH, le Conseil départemental, autour d'une réflexion qui a eu pour objectif d'intervenir avant tout sur l'axe enfance, et donc notamment en s'appuyant dès 2017 sur la réforme des autorisations des établissements médico-sociaux, dans l'objectif d'avoir des organisations les plus intégrées possibles, dans le sens où on était en capacité de pouvoir proposer à partir d'une autorisation tous les modes d'accueil et d'accompagnement possibles pour proposer effectivement des parcours multimodaux. Alors cette transformation, peut-être avant de rentrer dans un peu de technicité et vous faire un retour, c'est de se dire qu'elle s'appuie sur 4 piliers pour nous fondamentaux. Le premier, c'était de pouvoir accompagner les choix des personnes avant tout. On parle d'accompagnement à l'autodétermination, mais c'était d'abord d'être en capacité d'écouter ce qui est important pour la personne, sa famille, et de pouvoir incarner par la suite des accompagnements qui répondront en priorité à ce qui est important pour les personnes. Ça, il ne suffit pas de le décréter, ça s'apprend. Et donc ça passe par un deuxième pilier qui est l'évolution des postures et des accompagnements. Un troisième, et on va en rentrer un peu plus dans le détail, sur agir ensemble sur les territoires. Et un quatrième vers des organisations intégrées qui sont en capacité de proposer tout type de prestations pour répondre aux attentes des personnes. Alors, ce qui a été lancé dès 2017 et qui s'est incarné de manière plus opérationnelle en 2020, enfin fin 2020, 2021, je regarde Aurore et Fanny qui sont dans la salle, qui étaient à la manœuvre au niveau de l'ARS 77, c'est d'abord des autorisations donc harmonisées. Autorisation pour l'enfance 0-20 ans, et avec une volonté de structurer des parcours spécifiques autour d'une autorisation TND, une autorisation polyhandicap moteur, une autorisation sensorielle et une autorisation TCC, DITEP, dans l'objectif de pouvoir faciliter aussi la dimension inclusive de l'offre en elle-même et de permettre ensuite, dans un deuxième temps, de construire effectivement des autorisations qui permettaient d'incarner le modèle que l'on vise, c'est-à-dire un modèle en plateforme de services qui s'inscrivent sur des zones d'intervention prioritaires. Et ça s'est fait avec tous les partenaires en définissant des zones avec un leitmotiv qui était de se dire il faut qu'on intervienne au plus proche des bassins de vie des personnes et donc d'avoir un souci d'être le plus équitable possible pour un accès à l'offre de services le plus rapide. Vous parliez de proximité, je crois que ça c'est vraiment ce qui nous a guidés. Donc des zones d'intervention prioritaires qui nous ont permis d'identifier une action avant tout sur le territoire. Et ça, c'est une des évolutions pour nous, c'est vraiment cette action sur le territoire avant tout, qui nous a permis aussi d'identifier une responsabilité particulière sur ce territoire, celle d'une porte d'entrée unique, qui n'est pas définie par rapport à une modalité d'accompagnement précisée dans une notification MDPH, mais plutôt une porte d'entrée qui permet de repérer un acteur qui est à l'écoute de la famille, du jeune, et à partir de cette écoute, d'évaluer ensemble ce qui est prioritaire, les besoins, et d'aller orchestrer avec les personnes un parcours. Alors, au fur et à mesure, donc ça c'est 2021, et puis au fur et à mesure, 2022, on a pu mûrir l'action avec un leitmotiv qui était de se dire, mais en fait, notre premier boulot, c'est d'être en appui du milieu ordinaire.
Et c'est de se dire, en fait, sur notre territoire, sur la plateforme, par exemple, Pépite, plateforme Parcours Inclusion Territoire, je regarde Slimane qui est le directeur, on a 393 places, toutes modes d'accueil et d'accompagnement, sur une zone où potentiellement on a encore 360, donc on accompagne 460 familles et enfants, et sur ce même territoire, on a encore 300 personnes qui attendent une réponse d'accompagnement concrète. Si on s'arrête à cette notion de place, comme on le faisait, il faudrait, je vous laisse calculer ce qu'il faudrait proposer comme place. Alors que la réalité, c'est de se dire, mais en fait, notre premier leitmotiv, c'est d'intervenir sur le milieu ordinaire pour être en appui, pour être des contributeurs d'accessibilité, pour faire en sorte que les personnes puissent accéder à la crèche, puisse accéder à une assistante maternelle qui va avoir la possibilité d'avoir un étayage et un appui particulier pour comprendre les besoins spécifiques de l'enfant. Bref, des ressources qui vont être dédiées avant tout pour faire que le territoire soit un territoire accessible. Donc ça a été quand même pour nous un changement de cap, un changement de cap qui se traduit aussi de manière opérationnelle en se disant mais quand il s'agit de décrire son activité, ce n'est pas que de l'activité face à l'enfant, auprès de l'enfant, mais c'est aussi être auprès des acteurs du territoire. Alors, quand on parle de cette action-là, ça veut dire qu'effectivement, par la suite, c'est d'être en capacité ensuite de libérer des ressources qui, dans ce milieu de vie naturelle, accompagner l'enfant, sa famille, à travers, en premier lieu, des modalités qui sont donc des modalités d'accompagnement dans le milieu ordinaire, cette fois-ci. Avec des niveaux d'intensité qui peuvent être très fortes. Et puis de le faire, comme vous l'avez dit, de manière totalement combinée. On a eu la chance d'avoir des modèles d'autorisation qui sont en tout mode d'accueil et d'accompagnement et qui ne nous flèchent pas des modalités spécifiques. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas amené à, parce qu'on a une baisse d'activité sur une telle modalité, de proposer un accueil sur cette modalité. Non, c'est avant tout le besoin identifié avec la personne et ce qui est attendu, et de dégainer des ressources en fonction de ça. Et très clairement, les ressources, c'est avant tout les ressources d'accompagnement et d'étayage du milieu ordinaire. Donc c'est vrai que tout ça, ça nous a permis d'avancer. On a avancé collectivement avec un grand nombre d'acteurs, puisque pour vous donner un ordre d'idée, sur le parcours TND, 0-20 ans, c'est 22 plateformes, 19, ouais, j'en ai rajouté, excuse-moi, on a créé, mais c'est 19 plateformes, c'est 19 territoires identifiés en zone d'intervention prioritaire, c'est 22 communautés de communes, 22 EPCI, et c'est derrière, eh bien, effectivement, autant d'organismes gestionnaires qu'il faut embarquer, sur lesquels on doit croiser des visions, mais c'est aussi et surtout les acteurs donc, du droit commun avec lesquels on a à construire. Et donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, on a essuyé des plates quand même depuis ces dernières années, donc depuis 2017 et de manière très opérationnelle fin 2021. Et les plates qu'on a essuyées montrent qu'on a un besoin de renforcer notre outillage. C'est-à-dire qu'en fait, on a avancé en marchant, on a construit, on a ajusté, on s'est dit bon, on a le droit à l'erreur, on ajuste au fur et à mesure, mais en même temps, à force d'ajuster au fur et à mesure, il faut qu'on se donne de la lisibilité sur comment on fonctionne, de la lisibilité sur quelle offre on propose, et de la lisibilité sur, au fond, quelle culture commune on a à œuvrer sur le territoire dans lequel on intervient. Et donc là, on bascule petit à petit sur une logique, et vous avez beaucoup parlé des intercommunalités, des communautés de communes, et c'est effectivement un maillon qui, de plus en plus, on est convaincu que c'est le maillon de la vraie vie, c'est-à-dire qui réunit les communes, les écoles, les cantines, le périscolaire en général, les centres de loisirs, etc., etc. Et donc là, on a un enjeu, c'est de renforcer cette culture de commune, de renforcer la lisibilité de ce qu'on peut proposer comme soutien, auprès des acteurs du droit commun, et de pouvoir incarner une responsabilité, ce qu'on appelle responsabilité communautaire. Voilà. Et donc voilà, on a un enjeu de basculer vraiment sur une animation de communauté de communes. Et peut-être répondre à une de vos questions sur en quoi ça fait écho et comment ça a pu nous... Comment s'emparer aujourd'hui, l'un et l'autre, des outils? Qu'est-ce que ça vous amène comme force supplémentaire ou comme... Quand je vous disais, on a avancé en marchant et qu'à un moment donné, on a besoin
d'étayage et d'outillage, là, on a découvert des outils très concrets et pratico-pratiques qui, effectivement, permettraient d'arriver à davantage asseoir une forme de méthodologie aussi de l'action plus lisible auprès notamment des partenaires de l'école, mais pas que. Et donc, effectivement, c'est de pouvoir nous outiller. Et au-delà de nous outiller, c'est donc du coup de œuvrer vraiment sur cette culture commune. Et Florent, peut-être aussi sur cet outillage. Pour notre territoire, dans ce que j'entends du collègue, c'est vrai que de toute façon, il y a des réalités territoriales qui sont singulières. Je pense qu'Éléonore Segar, elle l'a bien dit dans son propos au début. On n'est pas là pour copier-coller, on est là pour prendre considération de tout le travail qui a été fait, prendre les kits et voir comment est-ce qu'on arrive à se les approprier et avec nos réalités territoriales et singulières. Du coup, très rapidement tout à l'heure, en voyant les outils là, dans la pochette, la grille d'observation, on se disait, voilà, sur le territoire où nous, on déploie le DAM, qui n'est pas le DAM du 28, mais le DAM de l'Oise, avec ses modalités d'aujourd'hui, actuelles, et les territoires des passes, que là, on va pouvoir identifier des établissements scolaires, peut-être des collèges, peut-être des écoles élémentaires, où là, on va pouvoir utiliser cette grille pour qu'il y ait réellement la totalité des acteurs, puisque ça serait un peu faussé si on part dans des territoires où il n'y a pas encore les passes, où il n'y a pas encore le PRH, le pôle ressources handicap, etc., etc. Il faut qu'il y ait la totalité des acteurs présents sur ce territoire pour qu'on puisse en réalité s'approprier cet outil de diagnostic et ensuite, de ce que j'en comprends en tous les cas, pouvoir en ressortir des fiches actions qui vont permettre à la totalité des acteurs, et c'était très bien dit par le monsieur Surier, sur l'école c'est la commune, le collège c'est le département, etc. Et donc ces acteurs-là, comment est-ce qu'ils interagissent et qui prend aussi sa part de responsabilité? C'est tout le monde, c'est ensemble que chacun doit avancer et c'est le chemin qu'on souhaite emprunter dans nos territoires et grâce à ces outils. C'est bien, on se dit, voilà, le message est passé, cette transférabilité, ces outils qui vont aider, qui vont devoir être adaptés, évidemment, à vos situations locales, mais avec cette envie de s'en emparer, Jody, peut-être aussi là-dessus, oui, Oui, vous voyez, j'étais devant les 7 principes fondamentaux. Je me disais, à l'image de la charte du comité, enfin de la charte de Romain Jacob, on voit bien qu'on peut, pour l'accès aux soins, donc la charte Romain Jacob, là, dans le cadre de l'école accessible, on voit bien que ces 7 principes nous permettraient de s'asseoir sur un engagement collectif, une vision aussi commune sur comment les rendre effectives, de manière opérationnelle. Et vous disiez tout à l'heure, mais voilà, j'ai parlé d'outillage. Je dis, mais vous voyez, malgré que ça fait plus de 7 ans qu'on y est, on a encore aujourd'hui parfois des notifications qui arrivent avec une notification IME et un acteur de l'école va nous dire, mais non, mais c'est bien que vous veniez dans la classe, mais nous, ce qu'on attend, c'est quand est-ce que vous allez accueillir cet enfant. On dit, on est en train d'être avec vous. Et donc, on voit bien qu'il y a vraiment une vision qui, malgré tout ce travail, est à continuer et à affiner. Et je pense que c'est dans cette expérience que vous avez menée qu'on peut trouver aussi des réponses pour le faire ensemble. Bon, c'est bien, c'est positif tout ça, cette envie de s'emparer de ces outils. Alors, Sonia et Martine, on se retourne vers vous maintenant. Vous êtes identifiés, vous, comme on a des têtes de réseau. Vous êtes au sommet de fédérations nationales. Vous avez des acteurs, des associations, des collectifs avec lesquels vous travaillez qui ont effectivement plus ou moins d'autonomie et d'indépendance. Mais cela dit, voilà, qu'est-ce que vous inspire cette journée? Qu'est-ce que vous auriez envie, vous, de porter localement dans vos réseaux pour aussi que vos associations s'emparent des outils? Oui, il y a des micros, je vais en donner un à Martine aussi. Je parle là? Non? Oui, c'est bon. Alors, déjà, en préambule, je voulais dire que, comme Marie-Christine, je suis aussi parent de 2 enfants, dont une jeune femme qui présente un trouble du spectre de l'autisme avec hyperactivité et tous les à côté très embêtants. Elle a été scolarisée. Donc, c'était un enfant étoile qui s'est transformé en feu d'artifice. Donc, c'est toujours un feu d'artifice. Donc, cette question de scolarisation, ça me parle beaucoup. Ce que j'ai retenu de cette journée-là, c'est plusieurs mots. Autonomie, émancipation, pouvoir d'agir. Donc, si on est tous d'accord sur cette finalité, est-ce que nous sommes vraiment tous alignés sur le chemin
que nous allons prendre et aligner sur les outils qu'on va utiliser. Donc c'était quand même le but de cette journée. Alors c'est intéressant d'avoir des outils. Encore faut-il vraiment les défendre et vraiment les porter, tous, ensemble. Et comme l'a rappelé Serge Thomaset, c'est un terrain de négociation. Et ce terrain de négociation, il se situe non seulement au niveau de l'école, mais il se situe aussi au niveau des associations, au niveau des établissements. Au niveau d'une APUI, on parle de triple expertise. La triple expertise, c'est quoi? C'est les parents, les personnes en situation de handicap, mais aussi les professionnels. On peut rajouter une quatrième expertise qui sont les collectivités territoriales et tous les autres acteurs. Mais si tous ensemble, on n'arrive pas justement à avoir ce terrain de négociation-là et de bien s'engager, comme vous l'avez dit, c'est un engagement, c'est plus qu'une coopération, c'est un engagement sur l'expertise des uns et des autres, ça ne pourra pas fonctionner. J'ai envie de dire, on parle de disparité territoriale. Une APUI est organisée en plusieurs territoires partout en France. Il y a 330 associations. Il y a des niveaux régionaux et des niveaux départementaux. Alors c'est vrai que l'essaimage, nous aussi, on a besoin d'acculturer, d'avoir une culture commune déjà au sein du réseau, avant d'avoir une culture commune au sein des différents acteurs. Donc tout ce travail-là, on le fait dans les groupes de travaux pour la CNH, on le fait un petit peu partout, mais j'ai envie de dire que non seulement on est les architectes de cette école inclusive, mais on est aussi les ambassadeurs. Et le fait d'être ambassadeur, c'est comme ça qu'on arrivera à essaimer tout ce qu'on a appris aujourd'hui et tout ce qu'on va véhiculer demain. Marco, Bien, je vous donc, laisse enchaîner pour les PEP. Donc, je prends le relais au niveau des PEP. Au niveau des PEP, et Florent Gadret fait partie du réseau. Donc, nous sommes un grand réseau, mais qui fonctionne en réseau. C'est-à-dire que chaque association, un petit peu comme chez vous, chaque association a une très large autonomie. Mais nous avons une culture, tous ensemble, de l'innovation. Et nous nous rencontrons assez régulièrement, 1 fois, 2 fois par an, 3 fois par an. Et ce sont des temps d'échange dans lesquels la diversité et les innovations amorcées dans chacun des départements sont souvent discutées, échangées entre les collègues du réseau. Et je suis toujours extrêmement intéressée de voir que lorsque nous regroupons les collègues du réseau, c'est dans les pauses qu'ils sont le plus contents et qu'ils veulent rester le plus longtemps, parce que c'est dans les pauses qu'ils échangent sur leurs expériences les uns et les autres. Et donc, ce canal-là est un canal de développement des innovations qui est assez remarquable. Et je pense, si on interrogeait Florent sur les raisons pour lesquelles il a démarré un projet d'innovation semblable au PEP 28 chez lui, je pense que c'est probablement à travers ces échanges qu'il a eu avec les collègues des PEP 28. Exact. Voilà. Donc, si vous voulez, ces rencontres régulières, nous avons également des groupes de travail. Par exemple, nous avons eu il y a 10 ans un groupe de travail sur la nécessaire évolution des CMPP avec des élèves, des collègues de CMPP volontaires qui a ouvert sur l'ouverture des CMPP, qu'ils cessent de fonctionner en bloc monolithique, qu'ils s'ouvrent pour travailler en partenariat avec les écoles, qu'ils s'ouvrent pour s'investir sur les quartiers de politique de la ville. Donc, si vous voulez, tous ces groupes qui sont composés de collègues du réseau permettent une maturation des expériences, un partage d'expériences et donc des idées d'innovation. Donc, l'innovation, je dirais, ça fait partie de notre ADN un petit peu. Et je pense que c'est ça qui nous donne envie de continuer aussi. Deuxième point que je voulais pointer avec vous, c'est que depuis déjà plus de 10 ans, nous nous engageons régulièrement dans des recherches-actions et nous proposons à des associations du réseau de s'investir dans les recherches-actions. Et d'ailleurs, Florent est dans une recherche-action que nous coordonnons, un projet déposé à la CNSA dont nous attendons incessamment sous peu le résultat. Et c'est un projet qui tourne là aussi autour de la transformation telle que celle qui vous a été proposée aujourd'hui. Et avec également des chercheurs en appui.
Par ailleurs, nous sommes un réseau qui fonctionne beaucoup dans la transversalité, c'est-à-dire que nous couvrons certes le champ du médico-social, mais nous couvrons le champ des classes de découverte et des centres de vacances. Nous travaillons sur les politiques éducatives et sociales de proximité, depuis les crèches jusqu'aux EHPAD, et en nous occupant aussi de l'accompagnement des familles, bien sûr du périscolaire et de toutes sortes, tout ce qui peut être mis sur pied par rapport à un besoin du territoire, nous essayons de le mettre en place et de l'imaginer. Et donc, si vous voulez, nous nous interrogeons un petit peu et nous regrettons que la recherche-action s'arrête au bord du périscolaire, tout en indiquant que le périscolaire doit être inclus, mais peut-être que les acteurs du périscolaire auraient besoin d'être accompagnés aussi, de manière à ce que le travail soit continué et qu'il y ait une unité sur l'ensemble des temps de l'enfant. Parce qu'un enfant n'est pas saucissonné temps scolaire d'un côté, temps familial de l'autre, temps social de l'autre. C'est un continuum et je pense que ce serait intéressant qu'on poursuive la recherche sur ce champ-là. Dernier point, je m'arrêterai là. Une question que je me pose, mais cette fois-ci à titre personnel, et que nous nous posons au niveau des collègues de la tête de réseau et des collègues qui portent des innovations, comme Florent, comme les collègues des PEP 28. Nous avons des associations malgré tout dans le réseau dont nous aimerions les voir déclencher une évolution et s'ouvrir vers ces innovations qui permettent de donner à la personne et à l'enfant en situation de handicap une place qui est la sienne et d'intégrer les familles dans un travail ensemble. Mais ces associations, qu'est-ce qui va pouvoir permettre le déclenchement du désir? Et là, je pense qu'on a une vraie question. Qu'est-ce qui va faire que des collègues qui sont dans des CMPP, dans des IME, etc., à un moment se disent « mais ça n'a pas de sens ce que je fais. Il faut qu'on change et il faut qu'on rentre en s'inspirant des innovations qui existent, mais il faut qu'on y aille. » Voilà, et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Alors moi j'avais deux questions, alors je ne sais pas si quelqu'un pourra y répondre. Alors la première question, comme on parle des disparités territoriales, de synchronisation des savoirs, etc., comment on peut justement accompagner des organisations ou différents environnements à ce changement-là? Alors quand je parle des organisations, on sait qu'il y a des associations ou des établissements qui sont peut-être un peu loin de là où vous en êtes aujourd'hui. Comment on peut les accompagner pour justement être dans cette transformation-là? Alors les accompagner, pas que la formation, hein, il y a aussi les accompagnements budgétaires, accompagnements financiers, réglementaires, etc. Et deuxième chose, comment on peut faire pour que ces transformations-là ne soient plus personnel dépendants? Alors moi, je n'ai pas la réponse. Mais non, mais je pense que personne ne l'a. Au-delà de la réponse, mais par rapport à ce qu'a dit Martine Salomé juste avant, mais peut-être la chef de service de la DGCS souhaiterait compléter, mais il vient très récemment d'y avoir un dernier document le 20 mai sur Séraphin, PH, pour dire que si tant est que des établissements aujourd'hui sur les territoires seraient encore IME et se diraient moi je resterai IME, Mordicus et je resterai CESAD, les documents qui ont été produits et qui amènent cette année à une coupe blanche de Séraphin pour faire remonter les informations, et ensuite vont être des outils pour déclarer en tous les cas et enjoignent très clairement dans les paliers à devenir des dispositifs ou des plateformes. Donc au-delà d'un choix et des lois et des décrets et des textes, etc. Puisque s'il suffisait de ça, voilà. Mais il y a certes l'engagement, la volonté et aussi le fait de vouloir répondre le mieux possible aux besoins exprimés par les jeunes et par les familles.
très clairement. Donc, oui, je pense qu'il y a les outils qui sont en train d'arriver aussi du côté des pouvoirs publics pour amener ces changements. Mais je pense que la question, Sonia, justement, c'est à la limite peut-être à ça qu'on vous invite tous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous emparer de ces outils, de cette étude, et effectivement de mettre en place les conditions qui font faire qu'on pourra avoir le dispositif d'accompagnement qui va suivre pour les aspects financiers et autres. Mais c'est un peu ça l'idée de cette dynamique-là d'Eure-et-Loir qu'on aimerait qu'elle se poursuive ailleurs. J'ai l'impression qu'effectivement, à vous entendre, c'est quand même une envie qui est là de porter cela. Est-ce que, je ne sais pas, bon, on va bientôt s'arrêter, mais est-ce que l'un, l'une ou tous voulez dire un dernier mot justement sur un peu cette envie ou ces outils ou ce qui vous a le plus marqué? Gérald, on peut commencer voilà, au bout. Oui, enfin, par rapport à votre question, madame, je rappelle, et je ne voudrais surtout pas casser l'ambiance aujourd'hui, mais les associations ou les établissements publics d'ailleurs interviennent par rapport à une délégation de mission de service public. Et donc, ce ne sont pas les associations ou les établissements qui décident eux-mêmes la manière dont ils fonctionnent et le public qu'ils prennent en charge. Je veux dire, si demain, moi, un EHPAD me dit bah non, nous, on ne prend pas d'Alzheimer, ça va être un petit peu problématique. Si un hôpital dit moi, je ne fais pas d'oncologie, ça va être aussi. Donc, c'est une adaptation permanente. Donc, il ne s'agit pas d'imposer pour imposer, il s'agit aussi d'accompagner le mouvement. Et évidemment, ce qui s'est produit ne s'est pas fait en un claquement de doigts et en une année. Donc, on a, nous, sur le département, on a en 2016 fixé un calendrier en fonction des possibilités des associations et des établissements qui étaient échelonnés jusqu'à 2019, c'est-à-dire ceux qui se sentaient plutôt prêts. On leur a dit écoutez, l'année prochaine, vous passez en dame. Ceux un petit peu moins prêts l'année suivante, et ceux qui disent on en est loin, on leur a dit on vous donne 3 ans. Donc, mais on vous donne 3 ans, et donc dans 3 ans, il faut que ça soit fait. Et je parlais de la transformation du secteur des adultes en situation de handicap, c'est-à-dire que c'est la même chose. On ne peut pas, en une semaine ou même en une année, modifier un secteur qui est construit comme ça depuis 30, 40, 50 ans. Pour autant, il faut enclencher le mouvement, et je pense que c'est le rôle, à un moment donné, on parle beaucoup d'animation territoriale au niveau des autorités, mais à un moment donné, il y a aussi, et je sais que ça devient un vilain mot, mais c'est le sujet de la régulation de l'offre, parce que le projet des dames, en tout cas en Eure-et-Loir, il est né tout simplement du fait qu'on a décentré la problématique, c'est-à-dire qu'auparavant on avait une offre et une demande, et effectivement on avait des demandes d'entrée en IME, on avait des demandes d'entrée en CESAD, et on a dit on va raisonner maintenant par rapport aux besoins. Et finalement, il n'y a aucun enfant qui a besoin d'un IME. Il a besoin d'un accompagnement personnalisé, adapté, mais on n'a pas besoin d'IME en tant que tel. Et donc, je pense, en tout cas, sans vouloir être trop vous conseiller, je pense que c'est la mission, pour le coup, des ARS et de l'Éducation nationale d'accompagner ce mouvement, y compris pour ceux qui seraient peut-être un petit peu plus éloignés, voire réfractaires. Très bien, merci. Un dernier mot, je dis, mais on essaye de faire vite. Ok, j'ai entendu le message. Juste en raisonnant, c'est pas du tout en contradiction lié à notre rôle. Non, je pourrais le dire, mais en l'occurrence, pas du tout. Sur notre mission de délégation de service public, je pense que ça, en tout cas, on le partage complètement, et je pense que beaucoup des associations l'incarnent. Par contre, je crois qu'on doit, et pour répondre à la question c'est aussi un moment de réveil collectif aussi pour nous, de pouvoir reprendre le leitmotiv de avec les personnes, comment on peut construire avec les personnes. Nous, ça nous a bousculé considérablement que de se dire que la transformation, c'est avant tout d'être en capacité de construire des projets avec les personnes. Et donc l'évolution de la transfo, elle ne se fait pas de manière directive parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que si on avait attendu d'avoir un modèle qui nous dit comment faire, il y avait certainement des moments où on avait quelques limites sur l'innovation. Et donc je pense que de se réveiller en se disant c'est un beau moment
pour retrouver de la créativité avec les personnes, arrêter de pondre des projets un peu trop descendants aussi dans nos organisations, réapprendre à faire avec. Je crois que ça se réinvente. En tout cas, de notre côté, c'est ce qu'on est en train de vivre et ça fait du bien. C'est vecteur de sens. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, c'est ce qui nous permettrait de donner de l'élan. Voilà. C'est un beau message pour se quitter. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus nous donner vos avis.